Voici les 5 erreurs que tu fais probablement qui t'empêchent d'arrêter de fumer. La première erreur, croire que c'est une addiction physique. La deuxième erreur, te battre continuellement contre toi-même et être dans ce cercle négatif de je dois arrêter. Troisième erreur, utiliser la cigarette comme une gestion émotionnelle sans régler tes problèmes émotionnels d'abord. La quatrième, confondre ton comportement et ton identité. Et la cinquième, je te l'ai dit à la fin de cet épisode. Si tu as déjà essayé d'arrêter de fumer ou que tu n'oses pas arrêter, que pour toi ça te semble impossible, ça n'est pas un manque de volonté, je suis désolée de te le dire, ou plutôt je suis ravie de te le redire encore une fois. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis là, c'est aussi valable si tu n'as jamais essayé d'arrêter. Il y a aussi beaucoup de gens que j'ai en consultation, enfin en accompagnement, ou dans mon entourage, qui me disent mais en fait, je peux pas te dire si j'ai déjà essayé. En fait, le problème, enfin, je peux pas te dire si j'arrive pas à arrêter, puisque le problème, c'est que j'ai peur d'essayer. Je sais que j'y arriverai pas. Si tu ne me connais pas, bienvenue, je m'appelle Léa, je suis hypnothérapeute à Lyon et en ligne, et j'accompagne les personnes qui souhaitent se libérer de problématiques émotionnelles, de blocages, d'addiction, qui souhaitent réduire leur stress. Et ma mission, c'est de rendre l'hypnose accessible à tous, de casser les clichés autour de ça pour te montrer que c'est quelque chose de simple, ludique, que tu peux incorporer dans ton quotidien. Parce que souvent, l'hypnose, on pense que c'est quelque chose d'un peu ésotérique, d'un peu mystique, alors que pas du tout, c'est quelque chose d'hyper simple que tu peux même utiliser sur toi-même. Et moi, ma mission, c'est aussi de te rendre autonome, c'est-à-dire que si tu es déjà venu me voir en accompagnement, si on a déjà fait une séance ensemble, tu sais probablement que l'une des premières choses dont je vais te parler, c'est l'auto-hypnose. Une fois, bien sûr, que je t'aurai accompagné, que je t'aurai donné des outils, ma mission, c'est de te rendre autonome et indépendante. C'est le but, c'est pas que tu viennes me voir pendant 10 ans, voilà, je suis pas psychiatre, voilà, ça c'est fait. Si tu ne connais pas ce podcast, donc mon podcast s'appelle Hypno Radio, je partage plein de séances d'hypnose sur plein de sujets, il y en a déjà plein, je pense qu'on va pas tarder à faire la 100e là. Ça fait plus d'1 an maintenant que je partage ici et c'est 100% gratuit, sans publicité pour le moment. C'est une volonté de ma part pour pas déranger ton écoute. Si les épisodes te plaisent, que le sujet t'intéresse, n'hésite pas à checker les liens qui sont dans la description et aussi à me suivre sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir quand j'ai des gens du podcast qui viennent sur Instagram. Mais bon, sans plus tarder, si tu as cliqué sur cet épisode, c'est en rapport avec le tabac, avec la cigarette, cette dépendance que beaucoup de gens ont. Je pense que le tabac, c'est le deuxième sujet que j'ai le plus en consultation et c'est le premier que j'ai en accompagnement en ligne. En moins de fumeurs, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent à se libérer avec des méthodes naturelles. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, je vais te donner des outils, je vais te parler des 5 erreurs que tu fais probablement et qui t'empêchent d'arrêter, qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent d'avancer vers une vie sans tabac, qui t'empêchent de te libérer. Je vais t'en partager 5 aujourd'hui, qui à mon sens sont les plus importantes. Si t'écoutes déjà mes podcasts, je pense que t'as une petite idée de quoi je vais te parler. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. La première, selon moi, la première erreur que tu fais probablement, croire que le tabac c'est une addiction physique. En fait, je vais te lire un petit chiffre, je vais te lire une petite phrase, que la nicotine, elle est éliminée de ton corps en 3 jours. Ça, c'est une phrase qu'on connaît tous, c'est une information qu'on connaît tous. Maintenant, moi, je vais te parler d'autre chose. Ton corps, dès que tu fais un geste pour lui, il veut toujours te le rendre. Est-ce que tu comprends où je veux en venir ? C'est-à-dire que quand tu arrêtes de fumer, ton corps fait tout pour éliminer. À partir du moment où tu envoies le signal à ton corps, c'est-à-dire du manque de cigarettes, tu décides d'arrêter, tu écrases ta dernière cigarette là, ton corps il va te le rendre fois 1000. C'est-à-dire que la statistique c'est 3 jours, mais la vérité c'est que c'est beaucoup plus rapide que ça. On pense souvent qu'il y a ces fameuses 72 heures, de sevrage entre guillemets à la nicotine, mais en fait c'est beaucoup plus rapide. Parce que ton corps, il élimine, en fait, dès que tu lui envoies le signal, ton corps il travaille toujours pour toi et pas contre toi. Donc dès que tu envoies à ton corps le signal que maintenant j'arrête de fumer et que tu touches plus à la cigarette, eh bien la nicotine est éliminée en moins de ces 72 heures, en moins de 3 jours. Cependant, sachant ça, penses-tu vraiment que tu sois accro à la substance qu'il y a dans ta cigarette ? Dans ce cas-là, si ta réponse est oui, dans ce cas-là, pourquoi beaucoup de gens arrêtent de fumer pendant plusieurs jours et reprennent ? Quand tu arrêtes de fumer, tu peux rechuter bien après ces 3 jours. C'est pas les 3 jours qui sont les plus difficiles. C'est ce qu'on aime te dire au niveau du manque physique. Ça, c'est un fait. Quand tu fumes, il va y avoir un manque physique pendant les premiers jours parce que, voilà, effectivement, il y a une petite agitation.
Et pour ça, je t'invite vraiment à lire aussi Allen Carr, le livre La méthode simple pour en finir avec la cigarette, parce qu'il parle beaucoup de ça, de ce qui se passe dans le corps quand on arrête de fumer. Et effectivement, ça va être dur les premiers jours, parce que la nicotine, c'est quand même une substance qui c'est quand même un excitant, c'est quand même quelque chose pour lequel il y a une dépendance physique. Si je me trompe pas, la nicotine est presque aussi addictive que la... Comment ça s'appelle ? L'héroïne. Donc, effectivement, ce serait être une grosse menteuse que de te dire qu'il va y avoir aucune dépendance physique. Cependant, ce qui te rend dépendant et lié à la cigarette, ça n'est pas la nicotine ou autre substance qui est dedans. Sinon, tu ne regarderais pas cette vidéo parce que tu saurais qu'il n'y a que 3 jours à tenir et que le reste de ta vie sera un paradis merveilleux sans cigarette, sans tabac, sans addiction, sans envie, sans stress. On est bien d'accord ? Enfin, arrête-moi si je me trompe, mets-moi un petit commentaire. Si tu galères à arrêter de fumer, c'est pas parce que la nicotine te manque. Il y a quelque chose de social, il y a bien quelque chose d'émotionnel derrière. Le fait de penser que c'est un manque physique, c'est une erreur. Pour pallier à cette erreur, moi je vais te donner un petit exercice, qui est un exercice que j'adore. C'est un exercice de prise de conscience. Ok ? Imagine, hein. Tu vas imaginer. Imagine quelque chose là. Tu veux arrêter de fumer. Jusque-là, tu me suis. Tu prends un rendez-vous avec moi. Et au premier rendez-vous, tu m'expliques que voilà, que t'es dépendant à la nicotine, que t'es dépendant à la cigarette physiquement. Que c'est physique, quoi. Qu'il n'y a rien du tout d'émotionnel, qu'il n'y a pas du tout d'ancrage, qu'il n'y a pas du tout d'habitude. Vraiment, toi, ton problème, t'en démords pas. C'est physique. Voilà, tu viens de voir, Léa, c'est physique. Et je l'ai déjà eu, hein, une personne qui me disait que pour elle, c'était physique, machin. Là, je te dis, d'accord, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, admettons, tu fumes des camels. Et bien, à partir de maintenant, tu vas... À chaque fois que tu achètes un paquet de clopes, tu changes de marque. Tu fumes plus de camels, par contre. Un jour, tu vas devoir prendre des Vogue. Ensuite, tu vas devoir prendre des Winston, des Marlboro. À chaque fois que tu rachètes un paquet, tu changes de marque. Juste imagine si je te demande ça. Ensuite, imagine, autre supposition, te dis que si t'es droitier, à partir de maintenant, tu fumes avec la main gauche. Tu tiens ta cigarette comme ça. Donc pour ceux qui m'écoutent, entre le pouce et l'index, voilà, tu fumes comme ça. Bah à partir de maintenant, tu la tiens comme ça. Entre le majeur et l'index. Et à l'inverse, si tu tiens tout le temps ta cigarette entre le majeur et l'index, bah à partir de maintenant, tu la fumes comme ça. Je vois pas où est le problème pour toi. Puisque tu m'as clairement dit que c'était une addiction physique. Et pourtant, quand je te demande d'imaginer ça, est-ce que tu trouves pas ça gênant ? Est-ce que tu trouves pas ça dérangeant ? Est-ce que ta cigarette, elle aura la même saveur si à partir de maintenant, je te dis que tu peux fumer ? Oui, tu peux totalement fumer. Il n'y a pas de souci. Fume, mais par contre, tu fumes face à un mur. Et je te demande vraiment de le faire à chaque fois. Parce que la dernière fois, j'ai parlé de ça à une personne qui m'a dit « Ah mais ça, moi j'ai déjà essayé, mais ça marche pas. Ça n'a pas marché pour me dissuader. Est-ce que tu l'as vraiment fait ? Est-ce que tu l'as déjà fait vraiment de fumer face à un mur avec ta cigarette dans l'autre main et dans le mauvais doigt ? Fais-le une semaine et on va voir et reviens me parler d'addiction à la substance. L'addiction, et je le répète, je suis navrée si ça vous heurte, mais l'addiction à la substance, elle n'existe que très très peu. C'est pas ça qui te rend accro à la cigarette. Et c'est pas te détacher d'une dépendance physique qui va te faire arrêter. Parce que le problème n'est pas la dépendance à la nicotine en fait. La deuxième erreur que tu fais probablement qui t'empêche d'arrêter de fumer, comme je te l'ai dit, c'est de vouloir te battre contre toi-même. D'être dans ce cercle vicieux de « il faut que j'arrête » et je me déteste si je n'arrête pas, parce que souvent on est vraiment dans un cas comme ça, extrême, de « je me déteste, je me dégoûte », c'est d'aller contre soi en fait. Et ça va avec le fait de penser que c'est une question de volonté, de se dire que si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on est trop faible, alors que pas du tout, en fait. Se battre contre soi-même, ça n'a jamais rien résolu. Jamais. Se battre contre toi-même, c'est juste te détester. Penser que si tu n'y arrives pas, c'est parce que t'es faible. Penser que si tu n'y arrives pas, c'est parce que toute ta vie t'as fait comme ça, donc faire autrement, ce serait aller contre toi-même. Le fait de se battre contre soi-même, est-ce que tu te rends compte dans quel état de vigilance ça peut te mettre ? Dans quel état de souffrance ça peut te mettre de te battre contre toi-même ? Je te dis pas qu'il faut céder à tous tes caprices, entre guillemets, que pour arrêter de fumer, il faut que tu fumes à chaque fois que tu as une envie. Ce que je te dis, c'est que pour arrêter de fumer, il faut pas être contre toi, il faut être avec toi-même. Et là, ce que je te dis, c'est pas du bullshit, c'est pas des phrases en l'air. Je vais te donner évidemment quelques conseils pour ça, parce que c'est bien beau de dire il faut être avec soi-même, mais tu vas voir, être avec soi-même, ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien de développement perso, etc. C'est quelque chose d'assez simple, finalement. Ça veut dire se connaître déjà, connaître ses automatismes,
Et surtout, celle-là, je pense que tu l'attends si tu m'écoutes souvent, tu sais, je pense même que tu te demandais à quel moment de l'épisode j'allais t'en parler. Mais il y a une chose qui est la clé ultime si tu veux te débarrasser d'un comportement compulsif, d'un comportement entre guillemets addictif, de connaître l'intention positive de ton comportement. En comprenant l'intention positive de ton comportement, là ce que je te dis là, c'est un conseil gratuit. Je te partage ça gratuitement parce que mon but c'est de t'aider, c'est de créer du contenu à forte valeur. Tu me connais si on a déjà fait une séance ensemble, si tu me suis déjà. L'intention positive c'est quelque chose dont je parle tout le temps à mes clientes, aux personnes que j'ai en visio, en cabinet. Et là, ce que je te partage là, c'est 100% gratuit. Mais si tu veux aller plus loin, évidemment, dans la recherche de l'intention positive, je t'invite à réserver une séance ou à accéder à mon programme pour le tabac Hypnomégo. Parce que là, tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est tous les concepts que j'aborde dans Hypnomégo. Mais dans Hypnomégo, on reprend tous les concepts que je suis en train de t'expliquer là, point par point, de manière extrêmement précise, extrêmement profonde aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une intention positive, comment on fait pour la comprendre, à quel moment elle survient, qu'est-ce que c'est qu'une intention positive, et surtout, comment on la détourne. Tout ça, je t'apprends à le faire soit en coaching individuel, soit dans le programme. Mais tous les concepts dont je te parle dans cette vidéo sont expliqués dans cette petite pépite, donc Hypnomégo, mon programme. D'ailleurs, là, j'ai sorti la version mise à jour de 2026, qui est encore plus concentrée, encore plus efficace que celle d'avant. Celle de 2025, elle était en 4 séances. Là, cette fois, elle est en 3 séances. Donc c'est plus court, ça te prend moins de temps. C'est des séances que tu peux faire plus rapprochées. C'est des séances qui sont en fait les séances que j'utilise en accompagnement express pour le tabac. Et surtout, Hypnomégo, la pépite que je te montre là en vidéo, c'est le manuel. Peut-être que là tu vois pas bien, mais j'ai entièrement refait le manuel donc pour 2026. Il y a plein d'exercices, il y a plein de prises de conscience. Il y a toutes les choses sur l'histoire du tabac, l'histoire de la dépendance, l'histoire de la nicotine, l'intention positive, l'identité, etc. Enfin, franchement, c'est une pépite, il y a plein d'exercices. Le manuel, honnêtement, il se suffit à lui-même. Je pense que dans les périodes où j'ai voulu arrêter de fumer, si j'avais juste eu ce manuel, c'était un condensé d'informations. Il y a des exercices d'auto-hypnose dedans. Enfin, je le précise parce que souvent les gens, quand ils achètent mes programmes, quand vous achetez mes programmes, souvent vous avez trop envie d'écouter les séances et ça se comprend parce que c'est des programmes audio. Mais s'il vous plaît, quand vous achèterez Hypnomégo, lisez bien le PDF parce que je pense que le PDF, rien qu'à lui-même, il fait 50% du travail. Et je veux pas me vanter, mais en fait, ce que j'ai fait, je suis consciente de l'accompagnement que j'offre, que je propose. Et tous les exercices sont hyper complets. Ils ont été donc validés par moi-même hypnothérapeute et aussi par mon superviseur. Donc il y a une personne qui est formateur en hypnose et qui accompagne des gens dans l'arrêt du tabac depuis plusieurs années. Donc franchement, quand je vous dis que ce programme est une pépite, c'est pas pour me vanter, c'est parce que je trouve que déjà pour le prix, il est très abordable. Comparé au prix de 4 séances, de 3-4 séances en visio ou en cabinet. Et voilà, donc aujourd'hui je te partage certaines choses de ce programme 100% gratuitement parce que mon but c'est de le faire connaître et c'est de te rendre ça accessible parce que je pense que l'arrêt du tabac ça devrait être accessible à tous. Donc l'intention positive, qu'est-ce que c'est ? Je vais t'expliquer sommairement, assez rapidement. Le cerveau, il est assez basique. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose et que ton cerveau il l'aime bien, il va avoir envie de le refaire. Ton cerveau, quand tu fais quelque chose et qu'il en tire un bénéfice, même juste une fois, il va sans cesse vouloir reproduire ce comportement parce que ça lui a apporté du bien. Ça peut être si ton cerveau, une fois, il a compris que fumer une cigarette, ça le détendait ou ça l'occupait. Souvent, les fumeurs d'ennui, c'est ça. Le cerveau, il a compris que ça l'occupait 5 minutes, donc à chaque fois qu'il s'ennuie, il va y penser. L'intention positive d'un comportement, c'est aussi bête que ce que je viens de te dire, enfin c'est pas bête mais simple. Plutôt, c'est que l'intention positive du comportement, c'est de te protéger de quelque chose. Les fumeurs d'ennui, l'intention positive, c'est de se protéger de l'ennui, tout simplement. Et une fois qu'on a compris ça, parce que là je te donne cet exemple, mais bien sûr qu'il y en a plein d'autres, qu'est-ce que je peux avoir d'autre avec le tabac ? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Les fumeurs en société par exemple, les fumeurs qui fument pour s'intégrer. Là, c'est pas très 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 compliqué à comprendre. Quelle est l'intention positive ? C'est de se protéger des autres, c'est d'appréhender les événements sociaux, c'est probablement parce que derrière, il y a un petit stress sous-jacent.
quelque chose comme ça, un petit manque de confiance en soi, un petit manque d'estime de soi. Eh bien, tant que tu n'auras pas travaillé avec ton intention positive, ce sera beaucoup plus difficile d'arrêter de fumer parce que tu ne comprendras pas pourquoi tu fumes. C'est l'intention positive, c'est pas seulement aller chercher pourquoi tu fumes, c'est aller chercher quelle est vraiment l'intention positive de ton comportement. Et une fois que tu as compris ça, moi quand je dis ça à mes clients, en général, il y a tout de suite un déclic, ça fait, je pense, 50% du travail, l'intention positive, et c'est valable pour tout. C'est valable pour la clope, c'est valable pour l'alcool, c'est valable pour n'importe quel comportement compulsif. Pour certains troubles du comportement alimentaire, ça peut être valable, attention, pas tous. Pour des comportements autodestructeurs, des blocages, des schémas répétitifs, l'intention positive, je pourrais faire un épisode uniquement sur ça, mais je suis pas là pour ça aujourd'hui. Ce que j'aimerais que tu comprennes, et ça c'est expliqué très longuement dans mon manuel à la page 26, si je dis pas de bêtises, l'intention positive, pourquoi un comportement nocif essaie en fait de te protéger. En fait, qu'on soit bien clair, un comportement nocif n'apparaît jamais pour te faire du mal. Ton cerveau, il n'a pas cette faculté de se dire je vais le détruire. Si ton cerveau fait quelque chose, c'est parce qu'il pense que c'est bien pour toi. Tout simplement. Par exemple, je te donne un exemple bizarre pour te montrer mes propos, mais tu as la force physique de broyer toutes tes dents. Tu as la force physique de te mordre suffisamment fort pour que toutes tes dents se cassent. Ton cerveau, automatiquement, bloque cette faculté-là. Il anesthésie ça pour pas que tu puisses te faire du mal. C'est montrer à quel point ton cerveau il est capable d'omettre des parties de ton corps pour pas te nuire en fait. S'il n'y avait pas cette histoire d'intention positive, comment est-ce que ton cerveau, s'il te protège de te casser les dents, pourquoi est-ce que ton cerveau dans ce cas-là il te protège pas de t'intoxiquer les poumons? Derrière chaque comportement, il y a une envie de ton cerveau de te protéger, soulager, t'apaiser ou t'aider à tenir tout simplement. Quand tu as envie de fumer, l'intention positive derrière, que l'envie de fumer, en réalité, elle te dit « J'essaie de faire baisser ma pression, j'essaie de déstresser, j'essaie de gérer une émotion, j'essaie de m'offrir un moment à moi, ça peut être. Tu ne fumes pas parce que tu es faible, tu fumes parce qu'une partie de toi veut t'aider. » Et ça, comment on va le déconstruire? Eh bien, pour savoir ça, il faut que tu prennes un accompagnement avec moi, parce que là, je pourrais adapter ça à tes besoins, à ton passé, à tes déclencheurs. Et ça, c'est vraiment sur ça qu'on travaille en accompagnement individuel. Dans le programme, c'est un peu plus compliqué de travailler sur l'intention positive parce que je peux pas le personnaliser à tout le monde, mais je peux personnaliser plein d'autres choses à distance. On voit plein de choses dans le programme en ligne, mais en séance individuelle, ça, si l'intention positive, ça te parle, si tu sais ce que c'est, vraiment, je pense qu'une séance individuelle et que l'hypnose, c'est un super moyen pour toi de te détacher. La troisième erreur qui va un petit peu avec, c'est d'utiliser la cigarette comme une gestion émotionnelle. C'est-à-dire de vouloir arrêter de fumer avant de gérer ses problèmes émotionnels. La cigarette, comme je te l'ai dit, elle sert souvent à calmer, à respirer, à prendre une pause. D'ailleurs, c'est assez drôle que je tourne cet épisode maintenant parce que tout à l'heure, j'étais au téléphone avec mon papa et il fume pas de cigarette, il fume des cigares de temps en temps. C'est son petit truc. Il fume des cigares, mais c'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai ce souvenir que il m'a toujours dit « mais moi je suis pas un vrai fumeur, enfin j'arrête quand je veux ». Pour vous dire, il n'inhale pas la fumée. Il n'a jamais inhalé la fumée, même d'une cigarette toute simple. Et depuis que je suis petite, je l'ai toujours entendu me dire « mais je peux totalement m'en passer, je m'en fiche complètement quoi ». Et pourtant, eh bien je n'arrive pas à m'en passer quand même. Et aujourd'hui, à mon grand âge, mon père vient de me dire aujourd'hui « j'ai arrêté de fumer ». Alors je lui demande pourquoi. Et il me dit, justement, ce qu'on s'est dit la dernière fois, parce que j'appelle souvent mon père, justement, ce que tu m'as dit là, eh bien, ça m'a fait réfléchir à quelle est la gestion émotionnelle, quel est l'impact émotionnel, quelle est l'intention positive de mon comportement, etc. Et surtout, il s'est rendu compte qu'il utilisait complètement cette cigarette comme une gestion émotionnelle, et qu'il y avait vraiment un ancrage qui était fait. Je vais pas raconter la vie privée de mon père, hein, évidemment, on s'entend, mais il y avait vraiment un impact très émotionnel et c'est quelque chose que je pense que vous avez même compris là en m'écoutant, que la cigarette, si on veut arrêter de fumer, ok, mais très bien, peut-être que c'est juste la cigarette, mais tant que tu utilises la cigarette comme une gestion émotionnelle sans comprendre tes émotions, sans te comprendre toi-même, sans apprendre à gérer tes émotions, sans trouver un moyen détourné, tu ne risques pas d'arriver à arrêter de fumer. C'est aussi simple que ça. Que je vous invite à faire là, je vais vous donner un autre exercice, c'est que à chaque fois que vous avez envie de fumer une cigarette, je vais vous inviter à vous poser la question: comment je sais que j'ai envie de fumer? Comment je sais?
Est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que je sais que j'ai envie de fumer parce que je commence à m'agiter physiquement? Ou est-ce que je commence à avoir envie de fumer parce que je viens de m'engueuler avec quelqu'un et que je suis énervée? Je vous assure qu'il y a une grande différence entre les deux. Et surtout, encore une fois, ça vous montrera quel est juste le lien émotion-cigarette. Et si vous ne défaites pas ce lien, ça va être compliqué. Parce que si vous êtes concentré juste sur la cigarette, sur sa substance, eh bien, vous n'allez pas forcément réussir à arrêter de fumer tout de suite. Quand je parle de gestion émotionnelle, c'est aussi l'ancrage. Ça peut être l'ancrage physique. Par exemple, je fume dans mon garage, je fume sur ma terrasse, je fume avec des potes, je fume à ma fenêtre. Tout ça, il y a quelque chose de très émotionnel derrière. Par exemple, la gestion émotionnelle d'une journée difficile au travail. Je fume ma cigarette en rentrant parce que moi, c'est ma façon de décompresser. Je vous invite à traduire cette envie. Traduisez cette envie avec une émotion. Mettez des mots sur ce que vous ressentez. La 4e erreur, alors celle-là c'est ma préférée, c'est celle que je préfère encore expliquer. C'est celle, il me semble que j'ai déjà expliqué dans l'épisode précédent. Celle-là elle pardonne pas. Souvent, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir pour le tabac, je lui pose la question, et du coup vous êtes fumeur? Et la réponse me dit bah oui je suis fumeur. D'accord. Vous êtes fumeur ou vous fumez? Et ça pour moi c'est l'une des erreurs principales, c'est de confondre son identité avec son comportement. Et ça, c'est particulièrement valable avec le tabac, parce qu'il me semble que c'est l'une des seules addictions où sans cesse, on dit je suis fumeur, quoi. Et je vais vous expliquer quelque chose que j'explique aussi dans le programme, et il me semble que c'est la séance 1 du nouveau programme Hypnomégo, c'est dissocier son comportement de son identité. Parce qu'en fait, le cerveau, quand on touche à un comportement, il va pas se mettre en vigilance, du moins beaucoup moins. Si tu touches à l'identité, mais le cerveau se met en réaction complète de vigilance, de protection. Parce que je fume, c'est un acte. Un acte, c'est modifiable, c'est pas grave pour le cerveau. Par contre, je suis fumeur, je suis fumeuse, on touche à l'identité. Et là, le cerveau, il doit se défendre. Le cerveau doit vous défendre, et même tout votre corps, même vous, même dans votre langage, dans la PNL, ce serait très intéressant d'étudier ça en PNL, c'est que on peut changer un comportement, mais on résiste quand on croit qu'on perd une part de soi. Un jour, j'écoutais je sais plus si c'était une vidéo sur YouTube ou un TikTok d'une influenceuse, une créatrice de contenu que je suis depuis des années, et c'est une personne qui fume. C'est-à-dire qu'elle fume, on la voit même dans ses vidéos qui fume des cigarettes, etc. Et un jour, elle avait fait une foire aux questions où quelqu'un lui disait « Mais est-ce que t'as envie d'arrêter de fumer? T'aurais pas envie d'arrêter de fumer en vrai ?» Et elle répondait, et ça m'avait, mais déjà à l'époque, alors que j'étais pas dans l'hypnose et je travaillais pas sur le tabac et tout, elle avait répondu, mais en fait, non, parce que ça fait partie de moi autant que le fait que je sois blonde, parce qu'elle était blonde. Et je vous invite à entendre cette phrase, parce que si c'est une phrase que vous dites à vous-même, je peux pas arrêter parce que ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon identité, c'est quelque chose avec lequel je ne peux pas rompre. Parce que le cerveau, il a une mission principale, c'est de vous protéger, ça je pense que vous l'avez compris, mais c'est aussi de maintenir la cohérence. Le cerveau, il aime pas les changements, il aime pas les petites incohérences, quoi. Si ça fait partie de votre identité d'être sportif, si vous êtes un athlète, ne pas aller au sport, ne pas faire de sport pendant une semaine, mais c'est quand même incohérent. Si dans votre identité, vous êtes un fumeur, ne pas fumer, c'est incohérent. Quand l'identité est engagée, chaque envie, mais c'est de plus en plus fort. Si l'identité est engagée, on ne parle pas d'un comportement, on parle d'une identité. Chaque envie devient plus forte, chaque écart, je vous en parle même pas, chaque écart, ça devient chargé émotionnellement, et chaque tentative d'arrêt, mais c'est une lutte, c'est un combat. Souvent, c'est quelque chose que j'ai entendu ça encore la semaine dernière, une personne pour le tabac, qui m'a dit « Si j'arrête, qui je suis ? Je ne sais pas qui je suis si je ne fume pas. » Parce que je ne me suis jamais connue sans ça. C'est quand même extrêmement profond. Donc, je vous invite, et ça c'est une grosse erreur, c'est de confondre son identité et son comportement. Alors je vous le rappelle, c'est ce que je vous rappelle dans le manuel, dans le programme, dans la première séance du programme, c'est que vous n'êtes pas un fumeur, vous êtes une personne qui fume dans certains contextes, à certains moments. Mettez-vous ça dans le crâne et ça vous aidera sincèrement à arrêter. La 5e erreur que tu fais probablement, dont je parle pas souvent, c'est de penser que il faut être prêt avant de commencer. C'est d'attendre d'être prêt pour arrêter. Je fais un petit jeu de mots entre arrêter et commencer, c'est volontaire, parce que souvent, une personne pense que
elle a besoin d'un déclic pour arrêter. Par exemple, là en ce moment c'est un peu stressant pour moi. Je pense que j'arrêterai quand j'irai mieux, quand ce sera le bon moment. Ou souvent les dates anniversaires. Souvent les dates anniversaires, ça c'est quelque chose. Il y a une personne que je connais, qui est une amie, qui je pense en écoutant ce podcast va avoir un petit sourire. C'est que souvent les dates anniversaires, on se dit j'arrête de fumer à telle date, j'arrête quand je suis prêt. Là je me sens pas prêt. Non. C'est pas quelque chose que je vois souvent en accompagnement, mais je vous en parle parce que je pense que c'est quelque chose qui impacte qui impacte beaucoup de gens. Beaucoup de gens écoutent, je pense, ce podcast parce que je vous parle de mes accompagnements, je vous parle du programme, mais je vous oublie pas aussi juste les auditeurs et qui écoutent peut-être ce podcast parce qu'elles essaient, mais elles pensent que c'est pas le bon moment, où elles se fixent, à telle date j'arrête, machin. Je vous oublie pas, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que, je suis désolée de vous le dire, mais le moment où vous serez prêt ou prête à 100%, il n'arrivera jamais. Il n'arrivera jamais. Parce que le cerveau, il cherche la sécurité et pas le changement. Le moment où vous allez vous réveiller un matin et vous dire « c'est bon, j'arrête de fumer, c'est aujourd'hui », il va pas arriver comme ça. Il va pas arriver si vous n'essayez pas. Et se dire « j'arrête à telle période, machin », ça peut être hyper stressant. Je vais vous parler d'un exemple très personnel puisqu'il s'agit du mien. Pendant des années, mais d'ailleurs c'est même pas des années, j'exagère, mais je sais même pas en termes de temporalité comment je pourrais qualifier ça, mais pendant très longtemps, tous les mois, je me disais le mois prochain, à partir du 1er j'arrête. J'étais pas une grande fumeuse, hein, mais incroyable, tout le temps je me disais là c'est bon, je suis prête, le 1er du mois j'arrête. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est un exemple très récent puisque c'était cet été j'ai fêté mes 28 ans. Et oui, je parle quasiment, je donne jamais mon âge parce que les gens sont un peu surpris que je sois aussi jeune, n'est-ce pas? Mais voilà, cet été j'ai fêté mes 28 ans. Et en août, c'était en août, mon anniversaire est en août. Pour les astrologues, oui, je suis Lion. Tout le mois de juin et le mois de juillet, je me suis dit, le jour de mon anniversaire, j'arrête. Le jour de mon anniv, j'arrête de fumer parce que c'est bon, j'ai 28 ans, j'en ai marre d'être, même si je suis une petite fumeuse, une fumeuse occasionnelle, ça me correspond plus. Je suis une personne sportive, voilà, faut que je me reprenne en main. En plus de ça, je fais de l'hypnose, alors sachant que j'avais déjà arrêté plusieurs fois et repris parce que mon intention positive, c'était l'ennui, le stress et les événements sociaux. Donc évidemment, je recommençais à chaque fois et ça marchait pas, quoi. J'avais pas encore compris tout ce truc-là d'intention positive. Enfin, dis-moi, je l'avais compris pour les autres, mais pas pour moi. C'est toujours cordonnier les plus mal chaussés. Et je m'étais dit tout l'été, ouais, j'arrête de fumer le jour de mon anniversaire parce que, voilà, j'ai 28 ans, je vais être une adulte maintenant, je peux plus me permettre de fumer, machin. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le mois de juillet, alors là, c'était la fête. Je vais pas vous dire j'ai fumé comme un pompier, mais j'ai bien profité, donc bonjour la santé. Ça a vraiment mis une... Oh là là, c'était mes petits moments de refuge, il y avait un côté mais très émotionnel. Oh, c'est les dernières cigarettes de ma vie, vous vous rendez pas compte? Le jour de mon anniversaire, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire? Je me suis dit, demain, j'arrête. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai le droit, je m'en fais une dernière, c'est mon anniversaire et tout. Je bois mon petit verre, je fume ma petite cigarette, je vais me coucher. Je télécharge l'application, vous devez la connaître, hein, Quit. Je mets l'application Quit. Je lance le décompte en me disant, demain, c'est bon, j'arrête. À partir de demain, c'est ma nouvelle vie, je suis plus fumeuse. Oui, d'accord. Et vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, il y a eu un événement personnel qui a été extrêmement stressant pour moi, bouleversant même. C'était un événement bouleversant, un événement très difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Instantanément, j'ai refumé une cigarette. Parce que penser que j'allais être prête juste parce que j'avais 28 ans, que c'était à telle date, je l'avais anticipé, mais sans faire tout le travail que je vous ai dit dans les 4 derniers points, et en faisant forcément les 4 erreurs que je vous ai citées précédemment. J'ai fait que ces 4 erreurs-là, plus celle de penser qu'il fallait que je sois prête, parce que évidemment j'avais rien préparé en amont, j'avais pas essayé, rien du tout, je me suis juste dit, ouais, j'arrête le jour de mes 28 ans. Donc si vous êtes dans ces situations, n'attendez pas le moment où vous allez être prête, parce qu'il n'arrivera pas comme ça. La seule façon dont moi j'ai arrêté, c'est qu'en fait, à ce moment-là, j'ai refumé un petit peu, par-ci, par-là, et en fait, les choses se sont faites naturellement. Dès qu'il y a eu la rentrée, je me suis beaucoup intéressée du coup au mécanisme du tabac. J'ai fait ma spécialisation tabac et addiction. J'ai fait énormément d'auto-hypnose, sans me dire que j'allais arrêter.
C'est ça qui est drôle, c'est que c'était pas des séances sur le tabac. C'est ça qui est drôle, c'est que c'était des séances pour l'estime de soi, la confiance, le stress, la gestion des émotions, sur certains traumatismes aussi, sur la construction de mon chemin de vie. Et bien finalement, j'ai arrêté de fumer totalement naturellement, je ne me sens pas privée, je ne me sens pas frustrée. Je ne me suis jamais sentie autant libérée que depuis que je n'ai pas préparé ça. Aujourd'hui, je ne fume plus. Jamais, je sais même pas combien de temps ça fait que je n'ai pas fumé une cigarette. La dernière fois, j'étais en train de courir et je suis passée devant un tabac et je me suis dit, wow, mais ça fait combien de temps que j'ai pas acheté un paquet ? Je n'ai même pas vu ça arriver. Parce que le cerveau, il faut que je vous dise cette phrase parce qu'elle est hyper importante, c'est que le cerveau n'arrête pas quand il est prêt, il arrête quand il se sent en paix, il arrête quand il se sent libéré en fait. Il arrête quand il se sent en sécurité sans la cigarette. Parce que cet état-là de sécurité, il ne vient pas de quelque chose d'extérieur, il ne vient pas d'un événement, il ne vient pas de quoi que ce soit, il vient d'un état intérieur. Et je vous en parle comme ça parce qu'il y a le tabac, il y a tout ce que je fais pour le tabac, mais l'estime de soi, pour arrêter de fumer, c'est hyper important. Moi en tout cas, je pense que si j'avais pas développé plus de confiance en moi, si j'avais pas compris certaines choses, je serais toujours dans cette dépendance. Aujourd'hui, je suis complètement libérée et je vous demande, parce qu'en fait, souvent, je vous invite à vous poser cette question, vous, auditeurs, qui ne vous sentez pas prêt à arrêter de fumer, qui ne voulez pas passer à l'action, que vous avez peur et parce que vous attendez d'être prêt. Qu'est-ce que vous attendez de ressentir ? Qu'est-ce que ça veut dire être prêt ? Se sentir prêt, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Je vous invite vraiment à vous poser la question. Et ce sur quoi j'insiste, c'est que dans Hypno-Mégo, dans mon programme pour le tabac, on n'attend pas d'être prêt. C'est 2 séances pour le tabac, 1 séance pour l'estime de soi que j'ai rajoutée. Et avec seulement 2 séances, on apprend au cerveau à ne pas faire toutes les erreurs que je viens de vous lister. On apprend au cerveau à créer cette sécurité, ce bien-être, cet alignement avec soi-même pour que l'arrêt devienne naturel, en sécurité et pas forcé. Le programme Hypno-Mégo, il ne dépend pas de votre motivation, il ne dépend pas des bonnes conditions, il agit au niveau de l'inconscient, de la sécurité et de vos émotions. Si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs de ces erreurs, j'aimerais juste que tu prennes 2 minutes pour te rappeler que le problème, ça n'est pas toi, ça n'est pas grave, tu n'es pas faible, tu n'es pas assez motivé, tu n'as rien raté, c'est des erreurs courantes. Ça veut simplement dire que tu essaies d'arrêter avec la mauvaise méthode. Moi, j'ai une méthode, je te la délivre dans mon programme Hypno-Mégo ou en accompagnement individuel. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Mais ce que je veux te dire, c'est que de manière générale, c'est que si tu veux arrêter de fumer, ça ne demande pas de la volonté, ça demande de la sécurité intérieure, de l'écoute de soi et de la compréhension. Et tout ça, c'est exactement ce que permet l'hypnose. Si tu réalises que la cigarette, ça cache peut-être un manque d'estime de toi ou un besoin de te rassurer, tu peux commencer par ma séance estime de soi, le lien est dans la bio, tout est expliqué et tu peux écouter ce qui résonne le plus pour toi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura été utile, qu'il t'aidera à y voir plus clair et te donnera surtout quelques clés et quelques ressources pour avancer. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, au podcast, à lui laisser une note, un petit commentaire et à me suivre sur Instagram, je partage beaucoup de petits tips. Donc je te laisse t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance.